Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, la nouvelle émission de Nice Matin avec Radio Émotion. Une émission à voir et à revoir sur nos sites internet et sur les réseaux sociaux de Nice Matin et de Radio Émotion. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir le préfet des Alpes-Maritimes. Bonjour Bernard Gonzalez. Bonjour Denis Caro, bonjour aux lecteurs et bonjour aux auditeurs de Radio Émotion et bonne année à vous tous puisque c'est la période des vœux. Merci. Alors Bernard Gonzalez, nous allons démarrer avec une question d'actualité. Emmanuel Macron a annoncé hier lors de ses vœux au personnel de santé vouloir réorganiser le système en profondeur. Est-ce que ces annonces sont à la hauteur des attentes ? Oui, effectivement, Denis, le président de la République n'a pas manqué, lors de ses vœux adressés aux acteurs de la santé hier, de mettre en place des orientations qui sont stratégiques et qui sont importantes pour améliorer la situation de ce secteur de la santé qui connaît des difficultés, nous ne pouvons pas le cacher. Mais je crois que la détermination du gouvernement et la prise en compte des attentes à la fois du corps médical, à la fois des patients, et maintenant là, il y a des recrutements qui vont intervenir, d'assistants médicaux. Oui, 10 000 en 2023. Le gouvernement va devoir s'attaquer, et le président de la République a insisté, à l'hyper-rigidité dans l'application des 35 heures afin de pouvoir déboucher sur un système qui soit plus opérationnel. Je pense qu'à la tête de la direction des hôpitaux aussi, la volonté du président de la République de placer un tandem administratif et médical, alors que jusqu'à présent, on n'avait surtout que des administratifs qui dirigeaient ces structures. Tout ça va dans la bonne direction. Je crois qu'il faut aussi aider les personnels médicaux. Je pense à tous les infirmiers, les soignants qui ont des problèmes de logement. Il faut des logements dédiés pour ces personnels qui en ont besoin, ainsi qu'un accompagnement pour leur déplacement. Le président de la République l'a dit, il a annoncé la sortie de la tarification à l'activité dès le prochaine loi sur le financement de la sécurité sociale. Bon, je pense que tout ça, allant également avec une meilleure rémunération des médecins, doit nous permettre de faire mieux, et le président de la République est déterminé à faire avancer ce chantier, à le faire avancer rapidement. Le président de la République est le premier à le reconnaître, notre système de santé est malade. On voit que la situation est explosive un peu partout en France. Est-ce que c'est le cas aussi dans les Alpes-Maritimes ? Eh bien, Denis, c'est un motif, je dirais, de satisfaction pour nous que de voir que nous n'avons pas eu à gérer des difficultés aussi graves que celles rencontrées dans d'autres départements. Il y a eu des difficultés en matière de capacité d'hospitalisation, puisqu'il y a eu un absentéisme du personnel soignant qui a été touché par ces nombreuses épidémies, et notamment la grippe, comme tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de structure professionnelle. En tout cas, c'est ainsi à la préfecture des Alpes-Maritimes et dans tous les services de l'État. Et un peu partout, c'est vrai que cette épidémie de grippe qui est venue en décembre a été accompagnée de difficultés de remplacement qui ont pu perturber l'activité des services. Alors il y a la grippe, il y a la bronchiolite. Où est-ce qu'on en est au niveau de la crise Covid ? Alors pour la crise Covid, là aussi, plutôt une bonne nouvelle. La situation, elle est maîtrisée. Nous avions des inquiétudes durant le mois de décembre, mais là, je peux vous dire qu'on a un taux d'incidence qui a bien baissé. On en est à 269 cas pour 100 000, alors que la semaine dernière, on était à 427 cas. Voilà, donc le taux de positivité a également baissé, le nombre d'hospitalisations conventionnelles également. Donc on est plutôt dans un sens qui nous est plus favorable, et tant mieux. Et en matière de vaccination, est-ce qu'on progresse un peu ? Parce que visiblement, on était à la traîne. Non, effectivement, là-dessus, il faut bien que l'on puisse se dire que l'effort sur la vaccination doit continuer pour les populations à risque et également pour les plus âgés. Je crois qu'il faut absolument que cette vaccination puisse intervenir. Mais par ailleurs, faisons preuve de bon sens en portant le masque lorsque nous sommes en présence de personnes fragiles, dans les lieux bondés. Je crois que les fameux gestes barrières que nous avions commencé à intégrer dans nos comportements durant les 2 dernières années, il faut rapidement les retrouver parce qu'on a bien vu qu'ils ont pu être oubliés. Et je vois bien moi-même dans mes déplacements, dans les réunions, qu'on revient rapidement à des serrages de mains, à des bises, et que si on peut éviter effectivement ces pratiques sympathiques, conviviales, et rester dans cette distanciation physique que nous avions mise en place, ça nous aidera à faire face à cette éventuelle remontée du Covid.
Alors, on passe d'une crise à l'autre. On le voit, les boulangers subissent de plein fouet les conséquences de l'explosion des prix de l'énergie. L'État a annoncé en début de semaine des mesures de soutien. Quand est-ce qu'elles vont être mises en œuvre ? Bien, écoutez, ces mesures de soutien vont être mises en œuvre maintenant dans les prochains jours. Personnellement, au niveau des Alpes-Maritimes, je tiendrai la semaine prochaine, avec l'aide de la direction départementale des finances publiques, de la Banque de France, des services de l'État concernés, une réunion pour tous les acteurs qui sera organisée dans les locaux de la CCI, parce qu'il est important de mieux faire connaître les mesures que le gouvernement a prévues pour accompagner les uns et les autres. On a beaucoup parlé des boulangers, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qui sont impactées par cette hausse du coût de l'énergie. À votre connaissance, Monsieur le Préfet, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes des entreprises qui sont déjà en situation délicate ? Ce qui nous trouble avec le directeur départemental des finances publiques, c'est que nous avons un nombre très très faible de dossiers qui nous est remonté. Nous connaissons bien le monde de l'entreprise et on sait que les chefs d'entreprise, bien souvent, quand ils sont dans la difficulté, ils sont le nez dans le guidon et nous contactent et nous appellent beaucoup trop tardivement. Donc toute notre ambition, avec l'ensemble des acteurs économiques, les consulaires, les syndicats professionnels, mais aussi les élus, les branches professionnelles, c'est de bien recenser les difficultés des uns et des autres et de valoriser tout l'arsenal de mesures qui est mis en place par le gouvernement. Bruno Le Maire s'est exprimé là-dessus durant les derniers jours pour bien montrer que, comme il l'a fait pour la crise Covid, le gouvernement ne manquera pas d'accompagner ceux qui sont dans la difficulté du fait de cette crise énergétique. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a expliqué cette semaine que les risques de coupure de courant semblent s'éloigner. Pour autant, vous vous êtes préparé avec les services de l'État à cette éventualité ? Alors effectivement, par rapport au mois de décembre que nous avons vécu et où il y avait une forme d'inquiétude qui n'était pas dissimulée, on se sent beaucoup mieux en ces débuts d'année 2023. RTME estimait que la France abordait le cœur de l'hiver dans une situation qui est plus favorable qu'au début de l'automne. Le niveau de risque a d'ailleurs été abaissé de élevé à moyen, ce qui est un progrès important. Et on peut penser que le plan de sobriété qui a été engagé par le gouvernement auprès des entreprises, des administrations, des collectivités et des particuliers produit des effets très concrets. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, oui, les gens diminuent leur consommation. Il y a une diminution d'environ 10% de la consommation d'électricité depuis le mois de septembre. Et ça s'est encore accentué en novembre et décembre dans tous les secteurs, dans l'industriel, dans le tertiaire, dans le résidentiel, dans les comportements des uns et des autres. Et donc ça, c'est important. Parallèlement, le potentiel de production a été renforcé. Nos stocks hydrauliques ont été préservés. Et on a un parc nucléaire qui est redevenu opérationnel aux 2/3. Donc à partir de là, effectivement, on est dans une meilleure situation. J'ajoute que les interconnexions électriques avec nos pays voisins fonctionnent de manière satisfaisante. Donc ces efforts portent leurs fruits. Il faut les poursuivre. Si le risque de délestage s'éloigne, il ne faut pas relâcher les efforts et continuer sur ce qu'on a appelé les éco-gestes dans le cadre d'une mobilisation générale qui est quand même bien prise en compte par les Français. Et dans notre département, on le mesure chaque jour. Alors on s'est préparé quand même, vous avez raison. Et vous avez des indicateurs pour savoir si la consommation baisse particulièrement dans les Alpes-Maritimes ? Oui, il y a quand même des indicateurs qui nous permettent de mesurer ce qui est consommé. Et à partir de là, comme je vous l'ai dit, ça nous rassure. Néanmoins, il faut toujours se préparer à la gestion de crise. Et vous avez justement rappelé que durant tout le mois de décembre, on s'est préparé. Il y a eu un travail, et quand je dis décembre, je crois qu'on l'a engagé de mémoire quand même dès la fin de l'été, dès le mois de septembre, à établir un plan de délestage adapté pour essayer d'être dans les meilleures conditions si vraiment il y avait une crise sévère à gérer. Alors, en matière de délinquance, comment la situation a-t-elle évolué ces derniers mois dans le département ? Lors de sa visite le mois dernier, le ministre de l'Intérieur a évoqué une amélioration sensible depuis le mois de septembre. Est-ce que cette amélioration se confirme ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous confirmer que cette amélioration s'est poursuivie et c'est une bonne chose parce qu'on ne cache pas que nous avions eu un début d'année un peu difficile et que les renforts qui ont été accordés par le ministre de l'Intérieur au département des Alpes-Maritimes, mais pas seulement, puisque les bons résultats, et le ministre de l'Intérieur les a annoncés aujourd'hui, cette amélioration depuis septembre
2022 et se retrouve sur l'ensemble du territoire national, mais dans le département des Alpes-Maritimes. Ces renforts, l'attribution d'une compagnie de CRS qui est en permanence à ma disposition pour faire face à la délinquance et au plus près de la voie publique, nous permet de constater qu'en 2022, on a une stabilisation des vols avec violence. On a un net recul des faits de violence dans les transports en commun, avec des chiffres importants. Les cambriolages sont également en baisse. Donc des chiffres qui sont le fruit de ce travail, je dirais, de quadrillage du territoire, des renforts, mais aussi de nouvelles méthodes de travail. J'entends par nouvelles méthodes de travail les patrouilles pédestres que vous avez pu voir dans les villes, ici à Nice, à Cannes, à Antibes et ailleurs dans tout le territoire, puisque les gendarmes aussi, dans les zones rurales, ont changé leur mode de travail, sont plus au contact de la population, des citoyens, des commerçants et des élus. Et il y a une véritable dissuasion qui est mise en place par rapport aux délinquants. On doit néanmoins continuer à œuvrer pour faire baisser sur la voie publique les agressions violentes, puisqu'il y a une généralisation de la violence dans notre pays et dans le département. Il y a encore eu des cas récents. N'échappe pas à ça. Et des vols de véhicules aussi qui restent un peu préoccupants. Je parle des voitures, parce que sur les vols de 2 roues, on a réussi à endiguer cette hausse. Donc oui, des résultats plutôt satisfaisants, mais il nous faut poursuivre l'effort, ne pas se relâcher et continuer à avoir ce travail fin. Je ne vous cache pas que chaque semaine, je travaille la cartographie du département avec policiers, gendarmes, CRS, puisque cette unité, elle est là. Et on a un quadrillage qui nous permet de voir où les faits ont été commis et où on adapte nos patrouilles pour être au plus près de nos concitoyens et les défendre. Notre département est toujours en première ligne en matière de crise migratoire. Quelle est la situation en ce début d'année ? Ça, effectivement, comme vous le dites, c'est un domaine sensible qui fait que notre pays est confronté à ces vagues migratoires importantes. Cette année, comme l'année dernière, nous allons devoir faire face à des arrivées importantes de migrants. Sur 2022, on est sur un chiffre quand même qui avoisine les 38 000 quand même, personnes que nous avons pu contrôler sur la frontière franco-italienne. Ce sont des chiffres importants. Donc la mobilisation... Qui sont encore en progression. Oui. Alors évidemment, cela varie avec la situation en mer Méditerranée, parce que quand la mer est calme, vous savez bien que la navigation se fait plus facilement. Quand nous avons des tempêtes, on voit le flux baisser. Mais la route des Balkans est toujours ouverte et on voit arriver aussi par cette route des nationalités telles qu'Afghans et autres Pakistanais qui nous arrivent. Donc ça reste une priorité. Nous y consacrons beaucoup de moyens. Nous devons adapter, là aussi, comme pour la délinquance traditionnelle, nos méthodes de travail, parce que face à nous, nous avons des réseaux organisés, nous avons des passeurs, nous avons des bandes mafieuses qui sont là et qui exploitent cette misère humaine et qui nous observent. Donc il convient que notre dispositif soit réactif, et je dirais même que chaque jour, je suis amené avec la direction départementale de la PAF, qui coordonne l'ensemble des forces engagées, à adapter le dispositif pour être là où on ne nous attend pas et coller. Il y a un travail de renseignement qui est fait, je ne vous le cache pas, dans le cadre de la coopération avec nos amis et voisins italiens, pour coller effectivement à ces arrivées. Mais ce travail ne limite pas à ce qui est fait sur la frontière. Il y a tout un travail dans la profondeur du territoire, et déjà depuis longtemps, on a aussi mobilisé la police nationale et la gendarmerie pour qu'en profondeur, on puisse travailler sur les étrangers en situation irrégulière. C'est une priorité. Elle l'était en 2022, elle le demeure en 2023. Alors justement, combien d'obligations de quitter le territoire français ont été délivrées l'an passé dans les Alpes-Maritimes ? Pas assez, Denis, pas assez, parce que vous le savez comme moi qu'on se heurte à des problèmes de laisser-passer. Vous n'ignorez pas que la situation diplomatique avec certains pays a fait qu'on n'a pas pu compter toujours sur la bonne volonté.
je dois dire qu'avec les pays du Maghreb, la situation est en train de s'améliorer progressivement et qu'on va pouvoir de nouveau compter sur leur soutien pour qu'on puisse éloigner, avec pour nous une priorité, l'éloignement de ce qu'on appelle les TOP, les troubles à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les délinquants déjà repérés. Les sortants de prison, étrangers en situation régulière, font l'objet effectivement d'un traitement accéléré. On fait le maximum pour qu'effectivement on puisse les reconduire. Voilà. Mais donc en 2022, on a une augmentation de nos éloignements de plus de 10%, ce qui est dans le contexte quand même diplomatique dont je vous parle, déjà bien, mais on doit vraiment faire mieux. Là où on a progressé, je vous le dis, c'est sur les sortants de prison, puisque sur les sortants de prison, on a pu augmenter nos éloignements de plus de 50%. Voilà, donc on va continuer à travailler ce secteur. C'est assez compliqué parce que les restrictions sanitaires qui avaient été mises en place par un certain nombre de pays leur ont permis aussi de nous répondre négativement pour la reprise de certains de leurs ressortissants. Mais je peux vous dire qu'on reste vraiment réactif et encore une fois, au-delà du visuel, bien se dire qu'on essaye aussi de surprendre ceux qui veulent nous contourner. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez observer des mouvements divers sur la frontière et que parfois, certains points de passage semblent un peu abandonnés. Il faut bien se dire, c'est que les effectifs sont peut-être ailleurs où on doit faire des interceptions par rapport à des renseignements et des informations dont nous disposons. Alors une dernière question pour clore le chapitre sécurité et délinquance. L'arrêté interdisant les feux d'artifice le 31 décembre n'a pas été respecté, on l'a vu un petit peu partout. Est-ce qu'il y a eu des interpellations et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de situation ? Il y a eu des interpellations, vous le savez, mais elles n'étaient pas directement liées à cette utilisation des feux d'artifice et autres tirs de mortier qui malheureusement on peut empêcher ça. Se généralisent. Alors il y a un arrêté, et les vendeurs d'ailleurs traditionnels ne peuvent que constater qu'eux ne vendent pas, mais qu'on entend et on voit toujours des fusées et des pétards. Il y a des importations massives qui sont faites et qui font. Il faudrait pouvoir lutter sur ce plan-là, sur ce plan-là, il faudrait pouvoir faire mieux, pouvoir disposer de chiens formés pour que dans les centres de tri postaux et ailleurs, dans tous ceux qui font ces livraisons, on puisse procéder à des saisies. Mais c'est compliqué, mais c'est devant nous. Là, voilà, là, on a vraiment, y compris parce qu'en termes de violence à l'égard de nos policiers, vous voyez bien que les tirs qui sont effectués, les tirs tendus, nous avons eu quand même si le bilan de la Saint-Sylvestre est nettement plus favorable que celui de l'année dernière, nous avons eu quand même 3 blessés parmi nos policiers qui ont été brûlés par des fusées tirées directement, tirs tendus. Donc là, il faut absolument trouver les moyens d'endiguer ces pratiques nouvelles et malheureusement de plus en plus massives. Notre département était de ceux qui ont accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Combien sont restés dans les Alpes-Maritimes et combien d'enfants sont encore scolarisés actuellement ? Alors globalement, déjà, sur le flux ukrainien à la frontière, vous savez que de mars à décembre, sont plus de 27 000 entrées quand même qu'on a enregistrées, nous, sur la frontière franco-italienne. En gros, nous avons délivré 10 000 autorisations provisoires de séjour. Sur ces 10 000, il y en a plus de 5 000 qui ont été renouvelées au moment où je vous parle. Et nous avons près de 1500 élèves ukrainiens qui sont inscrits et présents dans les établissements scolaires. Vous savez qu'après la plateforme parisienne, nous sommes le premier département qui a la communauté la plus importante. Et je dois dire que les services de l'État, mais aussi les collectivités, ont été fortement mobilisés. On a travaillé sur ce dossier, encore une fois, mais on a l'habitude dans les Alpes-Maritimes en mode de gestion de crise. Maintenant, il faut travailler dans la durée sur 2 sujets qui sont majeurs pour ces familles, le logement et le travail, avec une condition l'insertion professionnelle, oui. Ça se passe comment ? Ça se passe mieux qu'ailleurs, c'est déjà ça, mais nous avons le problème de l'apprentissage de la langue française, puisque ça, je crois que c'est important.
Donc on a renforcé tous les dispositifs permettant d'initier à notre langue ces ressortissants ukrainiens qui veulent travailler. On a face à nous des gens motivés, de bonne volonté, qui demandent à apprendre le français. Voilà, alors il faut qu'on puisse trouver le juste milieu, parce que notre département est attractif. Notre département, on s'est rendu compte, était déjà connu de la communauté ukrainienne, parce que oligarques ukrainiens installés ici depuis longtemps, parce qu'également classe moyenne ukrainienne, la Côte d'Azur était un lieu de villégiature. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de personnes que nous avons accueillies avec leur automobile, on a bien vu qu'on avait là des classes moyennes, alors que ceux qui sont partis en Espagne étaient des populations peut-être plus défavorisés, qui sont partis en quart, des travailleurs et saisonniers agricoles. Nous, on a eu les classes moyennes, et ces gens-là sont, et on les comprend, attachés à notre Côte d'Azur, veulent y rester, donc il faut qu'on les aide à trouver les moyens de s'intégrer. Mais en tout cas, jusque-là, ça se passe bien, et je crois que les maires qui ont fait des efforts ne le regrettent pas. Donc je suis content qu'on ait pu donner l'exemple de ce que peut être l'accueil dans notre pays face à cette crise ukrainienne qui est importante. Il y a un peu plus de 2 ans, la tempête Alex frappait les vallées des Alpes-Maritimes. De nouvelles étapes de reconstruction sont-elles prévues dans les jours et les semaines qui viennent ? Oui, effectivement, on doit se souvenir qu'il y a 2 ans, notre département a été touché, meurtri gravement. Les plus gros dégâts en France métropolitaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ne l'oublions pas. Et tout de suite, la promesse du président de la République, rappelez-vous, qui était venu, qui est revenu plusieurs fois, de tout faire pour accompagner les collectivités, les particuliers. Et on a eu un engagement financier de l'État qui est inédit. Ce sont plus de 615 millions d'euros quand même qui ont été mobilisés au profit de nos vallées. À ce jour, on a 95% des crédits qui ont déjà été engagés, ce qui est quand même en 2 ans un beau record. Nous avons, et là je salue quand même la mobilisation des collectivités, je pense à Métropole Nice-Côte d'Azur, je pense au département des Alpes-Maritimes et je pense aussi à la CARF, 80% des infrastructures qui ont été reconstruites. Je pense qu'il faut le dire, c'est quand même un bel exploit. Nous avons 96% des sinistrés qui ont été indemnisés par les assurances. C'est bien, mais nous avons encore, et ça c'est plus regrettable, ça nous demande de faire des démarches avec les instances parisiennes qui fédèrent les assurances. Nous avons un certain nombre de problèmes sur certains dossiers avec des assureurs qui franchement ne jouent pas le jeu. Voilà, disons-le, et on est obligé d'exercer des pressions pour obtenir quand même un peu plus de souplesse, de bienveillance aussi de certains assureurs vis-à-vis des sinistrés. Sur les indemnisations fonds Barnier, là aussi, on est à plus de 50% des indemnisations qui ont déjà été versées. Le solde sera fait en 2023. Donc on aura quelques cas d'expropriation parce qu'il y en a qui refusent l'accord à l'amiable qui a été proposé. 60% des démolitions sont déjà réalisées. En 2023, on aura fini. Donc je pense que c'est important. Il y a cet appui financier. Au-delà de l'appui financier, je pense qu'il faut souligner aussi l'appui technique qui a été mis en place, la mise en place de procédures innovantes pour procéder à la reconstruction. Je rappelle que pour la première fois en France, on a pu activer un dispositif qu'on a inventé, qu'on a écrit, qui est la procédure d'urgence à caractère civil. C'est une procédure allégée pour nous permettre d'aller plus vite dans le domaine des autorisations environnementales qui sont nécessaires pour pouvoir travailler sur nos infrastructures, sur nos terrains. Voilà, des procédures d'accompagnement spécifiques au bénéfice des maires des vallées. Je citerai un exemple qui est intéressant, qui est l'accompagnement de la commune de Fontan, afin de reconstruire une stratégie résidence de protection de bâtiments anciens en traversée du village, des bâtiments qui vont rester, qui ne seront pas habités, mais qui vont permettre de conserver l'âme de ce beau village. Donc là aussi, des choses nouvelles. Un gros travail qui a été fait par la mission interministérielle de reconstruction des vallées. Reconstruction des vallées. Vous savez que j'ai été secondé par Xavier Pelletier, le préfet délégué, et on a fait vraiment un gros travail. Ça a été une de nos priorités
de l'année 2022 et de l'année 2021. Et puis on est quand même assez heureux d'avoir là aussi innové en mettant en place ce qu'on appelait la concertation citoyenne en début de 2022, qui associait les habitants et les élus pour essayer d'aboutir à un diagnostic territorial qui soit partagé. On a d'ailleurs réservé une enveloppe, je crois, de 50 millions d'euros qui sera complétée par les collectivités territoriales, plus les crédits de droit commun, des financements européens aussi importants qui ont pu être obtenus pour avoir des projets innovants qui répondent aux attentes du territoire, et tout ça dans une parfaite harmonie entre les élus d'un territoire et les citoyens qui vivent sur ce territoire et qui ont l'ambition d'y rester. Et bien entendu, je pense particulièrement à cette vallée de la Roya que vous connaissez et qui mérite effectivement qu'on fasse tout pour permettre à ses habitants de croire aussi en leur avenir après tout ce qu'ils ont pu subir avec cette tempête Alex. Voilà où nous en sommes. Alors une dernière question un peu plus personnelle, Bernard Gonzalez. Vous êtes un grand amateur de vélo. Que vous inspire l'arrivée du Tour de France pour l'étape finale en 2024 à Nice? Écoutez, là j'ai deux casquettes, vous le savez, j'ai une casquette de préfet, j'ai une casquette de coureur cycliste, et donc dans les deux domaines, moi je suis ravi de cette annonce, même si sur le plan professionnel, ça va être un magnifique challenge. Ça ne sera pas une mince affaire. Mais qui sera exigeant. Donc je pense qu'en termes de notoriété pour le département des Alpes-Maritimes, pour Nice, ces images du Tour de France qui sont à l'échelon mondial transférées, rediffusées partout, ce sera une belle opportunité et tout le département va en profiter. Après, sur le plan sportif, le coureur que je suis, compétiteur, se réjouit de voir qu'on peut espérer qu'à 48 heures de l'arrivée, le Tour ne sera pas joué, puisque le samedi, on aura une étape montagneuse où les écarts pourront être faits. Et c'est une configuration inédite. Complètement inédite. Et le lendemain, pour venir de Monaco à Nice, sans dévoiler le parcours de l'étape, on peut imaginer quand même qu'avec nos amis d'ASO, et j'en ai parlé avec Christian Prudhomme, on aura peut-être l'idée de mettre quelques bosses. On appelle ça des bosses dans le jargon, pour là aussi corser cet exercice qui rendra passionnant. Vous avez une petite idée du parcours cette année 2024. Bon, écoutez, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, je ne dévoilerai pas. J'ai la chance de temps en temps de pédaler avec des amis d'ASO qui viennent sur Nice régulièrement et on en parle ensemble. L'ASO qui est l'organisateur du Tour de France. ASO, je ne vous le cache pas, on en parle ensemble. On va même parfois reconnaître des bouts de parcours ensemble. Ce sera une bonne chose. Mais avant ça, on aura le Paris-Nice prochainement. Je vous le rappelle, on aura le carnaval de Nice, on aura la fête du citron. Et puis la dernière annonce, parce que là aussi... c'est quand même quelque chose d'énorme pour les sportifs, savoir que le championnat du monde d'Ironman, pour tout le monde, pour tous ceux qui pédalent à Hawaï, c'est un nom qui résonne. Pendant 5 ans, ce ne sera plus Hawaï, et à partir de septembre 2023, ce sera Nice. Là aussi, pour tout le monde, et y compris pour vous, les amis journalistes, de quoi avoir de la matière à faire de beaux reportages, de belles images, et de continuer à faire rêver cette population de la Côte d'Azur qui aime le sport, je le sais, et continuer à nous faire envier, parce que oui, nous sommes quand même enviés par beaucoup du fait de ce dynamisme qui est là. Alors c'est exigeant, parce qu'il faut pouvoir répondre aux attentes, et la sécurité est un des domaines sur lesquels on ne peut pas avoir de compromis. Il faut faire au mieux, donc ce sera une bonne chose. Et puisque je parle de sport, Denis, permettez-moi quand même d'en appeler à la raison pour les excités de l'OGC Nice, les supporters un peu agités qui viennent nous mettre dans des situations difficiles. Vous parlez d'excité, c'est une véritable source d'inquiétude pour vous? Oui, sincèrement, oui. Parce que ça peut dégénérer très, très rapidement. Et quand je vois encore que certains ont été capables, lors du match amical organisé par l'OGC Nice en décembre avec le club italien qui était de passage, de monter un véritable guet-apens sur l'écart qui amenait les supporters italiens. Franchement, c'est un peu dommage d'en arriver là, parce que oui, je suis obligé d'anticiper, de mobiliser des forces de sécurité, et malheureusement, tout ce temps qui est consacré à gérer ces
ces excités qui en oublient, qui ont les valeurs du sport, tout ce temps-là, ce crédit d'heures fonctionnaires, ce potentiel horaire que je le mets là, ben malheureusement, c'est priver la voie publique, c'est d'une présence, et c'est peut-être ne pas être là pour empêcher tel ou tel acte de délinquance, parce qu'on est bien obligé aussi de tenir compte de la vie de nos policiers et de nos gendarmes, quoi, qui, quand ils sont engagés quelque part, ne peuvent pas être partout. Et là, moi, je trouve qu'il y a eu des dérives durant cette année 2022. Je souhaite vraiment qu'en 2023, on en revienne à des comportements plus raisonnables, et que la belle image de l'OGC Nice, un club que j'aime beaucoup, eh bien, ne soit pas ternie par le comportement de quelques énergumènes vraiment qui n'ont pas leur place dans les stades. Bon, bah espérons que ce message soit entendu. Voilà, oui, j'en ai profité. Et j'en ai un dernier, Denis, puisqu'on a parlé sécurité, la sécurité routière. Le nombre de morts sur nos routes. Alors on finit avec un bilan 2023 qui est comparable à celui de 2022, mais c'est plus de 50 morts encore. Des comportements, là aussi, surprenants. Je pense que vous les voyez comme moi, ne serait-ce qu'à côté, sur cette promenade des Anglais. Des comportements d'automobilistes, des comportements de deux roues, des comportements de trottinettes qui font qu'on peut perdre la vie bêtement et stupidement à tout moment parce qu'on peut être surpris par des gens Au-delà du message, est-ce que des actions nouvelles sont envisagées? Qu'est-ce qui est prévu en termes de radars notamment? On va continuer à multiplier les radars, faire des contrôles surprises de vitesse à tout moment et à toute heure de la nuit. Et puis il faut absolument trouver sur le plan de l'organisation de la circulation sur la voie publique, les moyens de ne plus avoir ces conflits d'usage qui font qu'à tout moment, on peut être surpris et en danger. Et donc voilà, donc il y a un gros travail à faire. On y est avec les collectivités, avec les maires, avec les professionnels de la sécurité routière. Mais malheureusement, vous savez que ça fait des années que la sécurité routière, la prévention routière, on fait de l'éducation routière, on sensibilise les jeunes, les moins jeunes, mais il y a toujours ces excès qui, moi, effectivement, m'amènent à toujours considérer cette sécurité routière comme étant une des priorités pour nos forces de sécurité. Merci beaucoup, Bernard Gonzalez. Merci à vous, merci à Nice Matin, merci à Radio Émotion, puis merci aux auditeurs qui ont eu la patience de m'écouter, à qui, encore une fois, je souhaite une excellente nouvelle année pour eux et ceux qui sont chers. Mais comme vous l'avez vu, je suis quand même d'un tempérament optimiste et j'ai de quoi l'être compte tenu des annonces que j'ai pu faire ici. Et on va continuer ensemble pour faire mieux et améliorer le quotidien de nos maralpins. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur les plateformes et les réseaux sociaux de Nice Matin et Radio Émotion. Merci aussi à notre partenaire Radio Émotion et particulièrement à son directeur d'antenne François Galafiotto. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Interview à la Une. Bonne journée à tous.